Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bonjour tout le monde et bienvenue à Après la cloche, le balado qui accompagne les enseignants dans leur bien-être et leur développement professionnel. Je m'appelle Pascale Romano, je suis mentor ressources au Centre de services scolaires Chemin du Roi. Salut à tous, moi c'est François Decarufel, conseiller pédagogique en insertion professionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'enseignants au quotidien dans leur classe, le TDAH. On va explorer ce que c'est vraiment, comment ça se manifeste et surtout, comment on peut accompagner ces élèves pour les aider à réussir? Oui, François, et j'ai longuement hésité. Puis là, je ne veux pas te mettre dans ce bateau-là parce que toi, tu étais convaincu. Mais moi, j'ai hésité avant de préparer ce sujet-là parce que je me disais, mais voyons, le TDAH, on en a tellement maintenant. C'est rendu dans le dossier affaires courantes. Mais j'ai réfléchi et en mentorat, quand on va dans une classe où il y a des enjeux de gestion de classe, de qui nos mentorés nous parlent toujours en premier? Bien, c'est de petits cocos qui vivent avec un TDAH. Donc, pour nous aider, on reçoit finalement deux invités aujourd'hui. Andréane Durocher, qui est psychologue, neuropsychologue, et Joanie Parenteau, enseignante, qui vont nous aider à mieux comprendre ce trouble et à mieux accompagner les élèves et les étudiants de tout âge qui vivent avec un TDAH. Bonjour les filles! Bonjour! Allô, allô. On parle aussi d'adaptation concrète, de collaboration école-famille et de toutes ces petites stratégies qui changent vraiment une journée d'école. Alors, c'est parti. On vous souhaite une excellente écoute. Andréane, on commence avec toi. Donc, on veut mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que le TDAH exactement? Et là, est-ce qu'il existe un TDA, pas de H? Parce qu'on entend ça, des fois, lui, il est TDA, mais pas de H. Puis des fois, on entend aussi, mais lui, il a de l'impulsivité. Alors, est-ce qu'il existe un TDAHI? Aide-nous. Bien, en fait, là, c'est tous des TDAH. Fait que c'est le trouble déficit de l'attention hyperactivité, mais on va avoir 3 présentations différentes. Donc, on va avoir la présentation inattentive prédominante, hyperactive impulsive prédominante et celle combinée. Donc, on va avoir plusieurs tableaux qui sont différents, des symptômes qui vont varier entre les personnes. On retient quand même globalement que c'est tout en lien avec la capacité d'inhibition. Donc, pour l'élève qu'on peut appeler comme TDA, présentation inattentive, ça va être plus une difficulté à inhiber ses pensées. Fait que ce qui se passe dans sa tête ou, tu sais, en lien aussi avec l'environnement qui se passe à l'extérieur. Ensuite, on va avoir la présentation hyperactive impulsive, donc ceux qu'on va appeler plus TDAH. On va retenir, dans le fond, la difficulté à arrêter son comportement, inhiber ses comportements, ses émotions. Puis, la présentation combinée va regrouper les deux. Donc, autant des difficultés attentionnelles que des difficultés plus d'hyperactivité, impulsivité. OK. On va retenir globalement que c'est les mêmes parties du cerveau qui vont être touchées, donc les régions préfrontales. C'est un jeune là, qui va avoir des difficultés donc, au niveau des fonctions exécutives. Oui. Donc, la fonction exécutive qui est... Dans le fond, là, c'est un peu comme nos compétences transversales en enseignement. Okay. Donc, globalement, là, ce qu'on retient, c'est les fonctions de haut niveau qui sont responsables de la supervision d'un ensemble de fonctions exécutives. Donc, c'est la capacité à adopter un comportement qui est intentionnel, qui est approprié à la situation. C'est la capacité aussi à s'adapter à des situations nouvelles. C'est la capacité aussi à résoudre des problématiques au quotidien. OK. On peut donner aussi des exemples de fonctions exécutives. On a l'inhibition, donc la capacité à freiner un comportement automatique. La flexibilité mentale, qui va être plus la capacité à alterner entre 2 tâches, à générer plusieurs idées. Puis on va avoir la mémoire de travail, qui est la capacité à retenir l'information, la manipuler mentalement. Donc, il faut retenir que pour parler d'un TDAH, c'est qu'il y a un impact significatif sur le fonctionnement du jeune. Donc, que ce soit au niveau scolaire, professionnel, social ou familial. Il faut que ça soit impacté. Exactement. Super bon.
moi, j'ai 2 ouvrages que j'ai lus que j'aime vraiment beaucoup. C'est le docteur Annick Vincent qui a sorti le livre « Mon cerveau a besoin de lunettes » qui s'adresse aux enfants et aux parents, aussi aux enseignants, mais des enfants. Et il y a aussi « Mon cerveau a encore besoin de lunettes » qui s'adresse aux adolescents et aux adultes qui vivent avec un trouble du déficit de l'attention. Puis, ils font vraiment une super belle analogie. Ça dit finalement que l'information dans le cerveau, ça suit un peu des règles. Bon, il y a des routes, il y a des autoroutes, il y a des 4-stops, il y a des lumières rouges, puis qu'il y a un agent de circulation, finalement, qui devrait, pour que tout fonctionne bien, gérer ça. Et que là, finalement, c'est comme si l'agent de circulation s'était endormi. Et l'agent de circulation, ça va être les neurotransmetteurs dans le cerveau. Et que finalement, c'est comme si tout le monde arrivait à la même place, toute l'information arrive à la même place. C'est la cohue, tout le monde klaxonne, il y a des accidents. Alors, c'est un peu ça qui se passe dans le cerveau d'un enfant ou d'un grand qui a un TDAH. Il parle aussi de l'analogie du chef d'orchestre. Hein. Ça dit, mais là, il y a plein de virtuoses dans un orchestre. S'ils n'ont pas de chef d'orchestre pour leur dire quand partir, quand arrêter, bien, finalement, la mélodie, elle ne sera pas jolie du tout qui va sortir. Alors que devant nous, on a de grands virtuoses quand même de la musique. Fait que je trouve ça beau parce que je trouve que ça parle aussi du fait que ce sont des gens qui ont une intelligence tout à fait normale. C'est vraiment dans la façon de traiter l'information, finalement, que là, il y a des défis. Exactement. C'est vraiment une belle analogie qu'on utilise souvent. On peut aussi parler de la tour de contrôle, puis ça fait vraiment du sens. J'enchaînerai en disant qu'on remarque souvent que des élèves qui bougent beaucoup dans la classe, qui oublient souvent leur matériel, par exemple, ou qui ont du mal à rester concentrés sur une tâche. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour parler de TDAH? On entend souvent parler d'inattention, d'impulsivité, d'hyperactivité, mais dans la classe, là, si un élève n'a pas encore de diagnostic, quels sont les signes qui devraient vraiment alerter un enseignant, en fait? J'aimerais ici qu'on parle vraiment des manifestations. Oui. Et il y a 2 choses là, dans ta question. En fait, premièrement, il faut toujours se rappeler qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un élève peut être inattentif, qui peut être agité en classe, qui peut avoir de la difficulté à porter attention aux apprentissages, à contrôler son comportement sans que ça soit nécessairement un TDAH. Parce que nos fonctions exécutives, là, c'est ce qu'il y a le plus fragile. Si l'élève vit des événements de vie qui sont difficiles, s'il manque de sommeil, s'il n'a pas mangé à sa faim, bien, il ne sera pas disponible, ses fonctions exécutives ne seront pas optimales. Puis, les fonctions exécutives aussi sont sollicitées dans de nombreux troubles. Je ne sais pas si vous vous rappelez justement votre épisode sur les élèves autistes qui ont aussi des défis au niveau des fonctions exécutives. En classe, les manifestations qu'on peut observer chez un élève qui a un TDAH, la présentation inattentive, ça va être un élève, par exemple, qui peut être facilement distrait, lunatique, qui peut oublier ce qu'il est en train de faire, qui peut avoir de la difficulté à amorcer une tâche, prendre beaucoup de temps pour la faire, de la difficulté à soutenir l'effort, sélectionner l'information qui est pertinente, puis ignorer celle qui ne l'est pas. Répartir aussi ses ressources attentionnelles entre 2 tâches. Il n'arrivera pas nécessairement à faire le filtre. Il va se laisser surcharger facilement, il peut être désorganisé dans son matériel, oublier certaines consignes. L'élève qu'on associe plus justement à la présentation hyperactive, impulsive, ce qu'on peut observer en classe, ça va être des élèves qui sont plus agités, qui vont être bruyants, dérangeants, excités, réactifs, qui ont besoin d'activation physique, qui peuvent être facilement excités aussi ou en colère. Donc, la gestion des émotions est plus difficile. Ils peuvent répondre de façon non pertinente à certaines questions, être hors sujet ou couper la parole. Il peut avoir quand même une excellente attention, mais il peut faire sa tâche de façon expéditive, donc sans se revérifier. Donc, c'est des choses qu'on peut observer. Faut toujours retenir aussi qu'il y a un continuum entre les symptômes d'inattention, les symptômes d'hyperactivité, impulsivité, puis on peut retrouver les 2 à la fois. Oui. Donc, il faut être alerte. Il y a beaucoup de manifestations possibles. As-tu quelque chose à ajouter, Joanie, de ton côté? Bien, c'est sûr que, comme Andréane l'a mentionné, là, au quotidien, bien, on voit vraiment des élèves qui ont la bougeotte, qui se promènent en classe, qui font quelque chose qu'ils ne sont pas supposés faire. On a l'impression que leur cerveau est super allumé et est toujours en train de réfléchir, en train d'être créatif. Ils ont de la difficulté à lever la main parce que des fois, ils ont des idées qui leur popent en tête puis ils veulent manifester ça tout de suite, le partager avec le groupe. Ils parlent beaucoup, passent des commentaires spontanés, mais des fois, c'est des commentaires qui sont inappropriés. Donc, Tout à fait. Puis moi, souvent, les mentorés, ils vont me
parler de « Ah, il est immature, cet enfant-là. » Et puis, j'ai eu une cloche qui m'a sonné parce que j'ai fait le congrès, j'enseigne avec la littérature jeunesse, puis il y a Erika Pérez qui donnait une conférence qui s'appelait « Attrape-moi si tu peux » sur le TDAH, mais chez les petits. Et puis, elle parlait qu'il y avait quand même un décalage de la maturité émotionnelle de 2 ans quand même. Fait que c'est énorme quand on est petit. Là, on parle d'un enfant de 8 ans, peut-être qui, au niveau émotif, là, sa maturité serait plus autour de 6 ans. Heureusement, ça se résorbe autour de 25 ans, mais quand même, il faut le prendre en considération puis que ça nous allume une cloche si on trouve qu'il y a un élève qui est particulièrement immature. C'est peut-être un TDAH qui est en dessous de ça. Là. Au primaire, c'est vraiment pertinent de savoir cette information-là parce que c'est vraiment les élèves qu'on a dans nos classes. Là, donc, on dirait que ça apporte une lunette particulière et différente. Oui, effectivement. Globalement, on va parler d'immaturité frontale. Donc, le développement va être plus tardif au niveau des fonctions frontales, qui va faire en sorte que l'élève va avoir besoin d'un accompagnement et d'un encadrement supplémentaire. Ce qui est davantage difficile pour l'enfant qui a un TDAH, c'est tout ce qui est la régulation. Donc, la régulation des pensées, des comportements, puis des émotions. En sachant maintenant tout ça, est-ce qu'on peut parler brièvement de ce que le TDAH n'est pas? Parce qu'en fait, on veut éviter les étiquettes et surtout les jugements hâtifs. Exactement. Donc, c'est pas beaucoup de choses. En fait, faut... Donc, on a une surexposition à ce trouble-là qui est maintenant largement acceptée comparativement à d'autres troubles. Donc, on va facilement vers ça. Faut faire la différence avec plusieurs autres troubles, que ce soit, par exemple, un trouble langagier. Donc, l'élève qui ne comprend pas la consigne, c'est pas nécessairement parce qu'il n'est pas attentif à la consigne. Ça se peut qu'il ne la comprenne pas en raison de difficultés langagières. Chez l'élève anxieux, justement, ça peut être difficile à être attentif dans l'environnement de classe parce que son attention, elle est complètement ciblée sur ses pensées anxiogènes. Chez l'élève, par exemple, qui a un trouble bipolaire, ça peut être... On peut observer, par exemple, de l'agitation, de l'hyperactivité, mais ça peut être davantage en lien avec un épisode maniaque où là, justement, toutes les pensées arrivent. On est dans un... Je fais des images que vous ne voyez pas présentement. Non, mais on comprend bien. Il est dans un grand nuage. Ouais. C'est ça. Puis moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est surtout pas de la mauvaise volonté. C'est pas parce que l'enfant, il veut pas se concentrer, c'est parce qu'il ne peut pas se concentrer. Puis des fois, bien, on peut avoir l'impression que c'est de l'opposition quand nos élèves, ils respectent pas la consigne ou on demande de travailler puis ils travaillent pas. Il y a toutefois un lien à faire entre l'opposition puis le TDAH. Parce que moi, si on me demandait toute la journée, toute ma vie, connue de faire des affaires que je suis pas capable de faire, ça se pourrait très bien qu'à un moment donné, j'aie des comportements d'opposition qui sortent. Mais à la base, là, c'est vraiment pas que l'enfant, il veut pas faire ce qu'on lui demande. Puis, il faut retenir aussi que c'est pas un manque de potentiel ni d'intelligence chez l'enfant. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'il y en a, justement, qui peut avoir un impact sur son estime personnelle. Oui, tout à fait. Andréane, est-ce qu'on connaît la prévalence du TDAH chez nos élèves? En fait, là, de façon générale, au niveau de la population mondiale, on dit 5 à 7 Okay. Donc, il n'y aurait pas d'augmentation, mais on peut quand même se poser la question. Parce qu'on l'entend quand même qu'au Québec, de plus en plus, il y en a. Exactement. Là. Fait que c'est possible qu'il y ait du surdiagnostic, on doit être vigilant. Donc, c'est sûr que, de façon générale, les troubles mentaux, les troubles neurodéveloppementaux sont sous-diagnostiqués, mais le TDAH, il est surreprésenté. Donc, c'est le contraire. Mais il faut retenir, c'est ça, tout n'est pas du TDAH. Puis, dans le fond aussi, ce qu'on va observer, c'est que chez nos garçons puis chez nos filles, ça ne s'exprimera pas nécessairement de la même façon. Donc, chez les garçons, on va avoir davantage la présentation combinée, donc autant l'inattention que l'hyperactivité, impulsivité. Chez les filles, ça va être davantage la présentation inattentive. OK. Puis dis-moi, si on pense à nos élèves plus grands qui grandissent, comment le TDAH, il évolue chez l'adolescent et ensuite chez l'adulte? Donc, on va voir une diminution de la prévalence avec l'âge, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte. Chez plusieurs, on peut observer une diminution des symptômes. Donc, on va appeler ça comme une rémission partielle ou des symptômes qui demeurent, mais qui ne sont pas nécessairement suffisants là, pour conserver le diagnostic. Mais l'élève qui est rendu adolescent ou adulte peut continuer à éprouver des difficultés. Puis, il faut retenir que le cerveau, il continue à se développer là, encore longtemps. Là. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que ça vaut la peine, quand on pense à nos élèves plus vieux, de faire un diagnostic qui est plus tardif, là, même, je pense à la formation générale des adultes? Est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que des fois, on dit, ça vaut plus la peine, il finit. Est-ce que ça peut changer quelque chose quand même?
Ça peut être pertinent. Si, dans le fond, malgré les choses qui sont mises en place, ça ne répond pas à ses besoins, bien là, le diagnostic peut être pertinent parce que pour la personne, ça peut être rassurant de savoir qu'il y a quelque chose qui explique ses difficultés. Donc, avec l'augmentation des exigences dans l'environnement, l'impact peut devenir plus grand. Puis, ça peut être aussi, tu sais, quelqu'un plus jeune depuis des années qui se fait dire « Allez, fais-le, force-toi! Oui. » Fait que, tu sais, des fois, au niveau de l'estime, là, ça fait du bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Maintenant, on va entrer dans le concret. Parce que, soyons honnêtes, nos enseignants adorent ça. Ils aiment ce qui va leur servir dans la salle de classe. Puis quand ça fait une différence au quotidien également. Alors, quelles adaptations, selon vous, peuvent vraiment aider un élève avec un TDAH? Et plus encore, est-ce qu'on peut transformer notre enseignement? On parle ici surtout de l'enseignement au groupe, bien sûr, puis on reviendra un petit peu plus tard là, sur les interventions qui sont un peu plus individuelles. Bien, comme Andréane l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui peuvent modifier l'attention des élèves. Donc, c'est sûr que, de façon générale, il faut s'assurer, c'est vraiment primordial là, d'avoir l'attention de tous nos élèves quand on donne des consignes. Puis j'aimerais ça t'arrêter 2 secondes parce que c'est une erreur qu'on voit souvent en mentorat. Une enseignante va commencer à parler, puis là, en arrière, il y en a 2, 3 qui vont se mettre à jaser à gauche puis à droite, puis elle va continuer quand même ses explications, mais clairement, elle a moins de gens qui l'écoutent à ce moment-là. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'arrêter tout le monde puis d'être sûr d'avoir l'attention de tout le monde. Effectivement. Puis pour avoir l'attention de tout le monde, bien, on peut réfléchir en tant qu'enseignante, de quelle façon je peux faire ça? De quelle façon je suis à l'aise de faire ça? Est-ce que c'est de fermer la lumière? Est-ce que c'est de faire un décompte? Est-ce que c'est d'avoir une cloche? C'est sûr qu'on évite d'éviter de lever la voix. Là. C'est pas une bonne stratégie. Mais on se questionne. On trouve un moyen qui nous ressemble. Puis après ça, il faut faire un enseignement explicite avec nos élèves. C'est quoi mes attentes? Lorsque je sonne la cloche, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, on monte un contre-exemple, on s'amuse un peu avec ça. Et puis, il faut y revenir vraiment souvent, hein, parce que des fois, ça s'oublie. Donc, puis ça, c'est vraiment gagnant. Je pense qu'on est capable d'aller rejoindre la majorité des élèves en ayant une structure claire, des attentes claires. Donc, ça ne se porte pas juste aux élèves qui ont un TDAH, là, ça répond aux besoins de tous. Tout à fait. Ensuite, je pense qu'il faut mettre rapidement les élèves en action. Donc, pas juste les élèves TDAH, bien entendu, là, parce qu'il y a des longues périodes d'enseignement, des longs cours universitaires. Là. Moi, j'enseigne au primaire en 6e année, mais même si c'est les plus vieux, ils sont pas prêts pour écouter 30 minutes, 40 minutes de théorie. Ça fait pas de sens pour eux. Donc, moi, je privilégie des courtes séances d'enseignement magistral. On les met en action. Si j'ai des savoirs, des notions qui sont un petit peu plus complexes, je vais privilégier les sous-groupes. Parce qu'en sous-groupe, l'attention est plus là avec les enfants. Ils peuvent plus partager leurs bonnes réponses aussi. Des fois, ils sont gênés en grand groupe de partager. Donc, c'est plus facile de valoriser les enfants aussi en sous-groupe puis de leur donner des rétroactions efficaces et pertinentes. Super bon. On peut aussi varier les modes d'enseignement. En fait, on peut présenter des vidéos, on peut faire des quiz, l'enseignement magistral dont je parlais tout à l'heure. On peut même aussi interpeller les pairs. Hein. Rendu en 6e année, c'est vraiment une pratique qui est gagnante quand les pairs enseignent aux autres. On peut également leur faire reformuler les consignes. Ce qui est important aussi, je pense, c'est éviter la surcharge visuelle. Donc, quand on fait des affiches, quand on fait des tableaux d'ancrage, bon, on voit ça sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, il faut que ça soit très beau, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que l'enfant comprenne ce qu'il a à faire, qu'il y ait un repère qui est visuel, qui va l'aider dans ses apprentissages. Donc, quand il y a trop de décors, il y a trop de déco, bien, on perd l'essentiel. On perd le focus, on perd l'attention des enfants. Moi, j'adore tout ce que j'entends. Génial! Moi aussi, j'aime ça. Oui, le fait de séquencer aussi nos périodes, hein, changer le mal de place, comme on peut dire, Oui, ça peut être intéressant. Exactement. Andréane, as-tu des choses à ajouter? Oui, c'est ça. Dans le fond, adapter les tâches d'enseignement de façon générale aux élèves qui ont le plus de défis, puis de cette façon-là, on joint l'ensemble des élèves en faisant preuve de flexibilité aussi. Puis, tu sais, en revenant aussi à la gestion de classe, les 6 composantes de la main de Nancy Gaudreau. Tu sais, vous aviez déjà fait un épisode, je pense que c'était l'épisode 6. Tout à fait, Oui, exactement. exact. Donc, c'est super pertinent. Tu sais, c'est sûr que pour l'élève TDAH, les consignes claires, comme tu nommais, c'est super important. Une seule à la fois, nommer le nom de l'élève, s'assurer qu'il nous regarde, avoir une proximité avec lui. Mais, tu sais, je pense que c'est pour l'ensemble de nos élèves aussi. Je voulais vous partager aussi une expérience personnelle, donc d'une chose qui, pour moi, fait beaucoup de sens. Quand mon garçon était au CPE, on était inquiet de son entrée dans le fond, dans l'univers scolaire, parce qu'il y avait des défis au niveau de l'attention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Puis,
quand il est arrivé en classe, l'enseignante de mon fils a vraiment été une perle pour lui. Elle, dans le fond, la vision qu'elle avait de mon garçon, c'était un élève brillant qui pensait en dehors de la boîte, qui était curieux. Puis elle sollicitait dans ses forces, par exemple, pour expliquer certaines choses aux élèves de par, justement, son âge qui connecte avec les autres élèves. Puis, tu sais, pour lui, c'était valorisant. Donc ça, c'est tellement précieux, là. Ça lui a permis d'avoir une entrée positive dans le monde scolaire. Puis, tu sais, la vision de tout ton élève, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence sur toi comme personne qui interagit avec cet élève-là, mais aussi pour l'élève lui-même. Puis il faut retenir que l'élève TDAH, il y a plein de forces. Souvent, tu sais, ça va être des élèves qui font preuve de créativité, d'empathie, d'énergie, qui ont une pensée divergente, puis on peut utiliser ces forces-là, que ce soit, par exemple, justement, quand on est en classe, on veut générer une panoplie d'idées, tempête d'idées, bien, cet élève-là, il peut être le bon pour générer ça. Comme c'est des élèves qui ont de l'énergie, on peut les utiliser aussi pour faire des tâches, aller porter quelque chose à la secrétaire, aller distribuer les feuilles, puis en même temps, bien, ça génère de la valorisation pour l'élève. Dans les classes, on est parfois irrité par ce genre de comportement-là, des fois qui peuvent être irritants, puis des fois, on a de la boue dans le toupette, on a notre journée dans le corps, puis c'est normal, hein, on est humain. Puis des fois, on ne va pas au-delà. Mais c'est vraiment important de prendre un temps de réfléchir. Comment je pourrais mieux répondre aux besoins de cet enfant-là pour qu'il se sente aimé, valorisé, utile, puis quand il se sente comme ça, c'est le cas de tous les enfants, en fait. Oui. On a moins d'interventions à faire, c'est sûr, puis le lien est primordial. C'est super important. Tout à fait. Puis quand on parle de gestion de groupe, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de faire une petite parenthèse sur la flexibilité pédagogique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, on a l'épisode 7 là, qui est sur la différenciation. Mais l'idée générale, c'est que c'est sûr que si je suis dans une classe, que j'ai 9 plans d'intervention, que là-dessus, j'ai 6 élèves TDAH, j'en ai qui ont des plans, j'en ai qui n'ont pas de plans. Puis là, j'essaye à travers mes plans de respecter tous les moyens, tous les objectifs. Ça finit plus. On est fatigué. On a beaucoup d'affaires à penser. Fait que c'est sûr que le plus d'affaires qu'on est capable de rentrer dans notre enseignement de base, bien, moins qu'on a besoin d'y réfléchir. Je pense là à donner des pauses fréquentes aux élèves, les faire bouger dans notre journée. C'est des choses ça ne demande pas grand-chose à intégrer au quotidien, mais qui, finalement, ça va aider ton élève TDAH. Ça va aider aussi, très possiblement, les élèves qui ne le sont pas. Puis ça va faire aussi que nous, on va en avoir moins dans le sac à dos là, à réfléchir tout le temps. Fait que vraiment, de réfléchir à comment faire moins, mais mieux. Notre phrase préférée depuis un petit bout. Puis, tu sais, il y a plein d'adaptations possibles. Tu sais, juste le fait de laisser un panier de coquilles qui traîne puis de dire aux élèves qu'ils peuvent toujours aller s'en chercher, qu'ils peuvent toujours changer de place dans la classe pour être mieux concentrés. C'est pas des gros efforts pour nous, mais ça change tout, là, finalement, dans le quotidien de ces élèves-là. Moi, j'ai envie de parler aussi de l'approche Nintendo qui vient du fameux congrès J'enseigne avec la littérature jeunesse que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça expliquait que le cerveau du TDAH, finalement, il a besoin de plus de stimulation là, que les cerveaux qui sont neurotypiques. Et que pourtant, ces élèves-là, quand ils jouent à des jeux vidéo, ils n'ont aucun problème à se concentrer, à rester des heures et des heures. Puis finalement, ce qui provoque ça, c'est que souvent, les jeux vidéo sont découpés en très, très petites étapes. Puis il va y avoir une gratification immédiate. Fait que là, ça va être des points, des j'aime, fini le tableau. Bon, là, maintenant, ils ont les bras ils ont tout ce qui vient avec. Exactement. Ouais. Fait que là, tu sais, l'idée, c'est comment... Puis ça, dans le cerveau, ça provoque quelque chose. Ça provoque de la dopamine. Puis la dopamine, bien, c'est comme une drogue pour le cerveau. Notre corps en veut toujours plus. Puis quand ça arrête, souvent... Puis ça, c'est un grand problème pour tous les parents. Quand un enfant arrête de jouer à des jeux vidéo, souvent, il va avoir une période où il est déstabilisé, il va s'ennuyer, tout ce qu'il veut, c'est recommencer à son jeu vidéo, il ne sait plus quoi faire. Ça, c'est vraiment la chute de dopamine. Fait que si on prend ce modèle-là puis qu'on essaye de coller un peu le monde scolaire là-dessus, bien, tout ce qui est, tu sais, Joanie, tantôt, tu disais petite période. Tu sais, nous, là, comme adultes, quand on a une liste de choses à faire puis qu'on barre quelque chose, ça nous provoque de la dopamine, ça nous fait du bien, on a réussi quelque chose. Fait que juste le fait de découper en petites étapes pour finir plus régulièrement, avoir une gratification immédiate, puis là, la gratification, on n'a pas besoin de faire un chocolat chaud à chaque fois, là, mais un renforcement positif, tu passes au prochain, un petit collant pour les petits, un petit quelque chose, des points classe de jour, là, je pense à ça, mais tu sais, bon, votre système de classe, n'importe quoi, ça vient provoquer ça, puis ça fait
fait que le cerveau, il veut recommencer, puis il a le goût, il est encore stimulé. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, tu sais, il y a des modèles, évidemment, là, on peut pas passer 5 heures par jour à faire ça, puis on en est conscient. Mais, tu sais, je pense tout ce qui est ceinture de multiplication, par exemple, tout ce qui est des séries de cartes à tâches. Donc, on passe rapidement au prochain. On a un petit numéro. Tous les défis de groupe, là, tu sais, cette tension de beaucoup de G qu'il y a dans les classes, où il faut battre un temps, où il faut... Fait que ça, c'est super intéressant, particulièrement chez les petits. Bon, là, je vous écoute et on parle beaucoup de ce qu'on doit faire. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des erreurs d'intervention qu'on voit souvent? Je parle ici d'actions qui nous paraissent à la base comme des bonnes pratiques, là, et qui partent souvent de bonnes intentions, mais qui s'avèrent très peu efficaces ou même, je dirais, qui font ressortir certains comportements parfois. Bien, c'est sûr qu'en classe, demander aux élèves de toujours rester assis, de toujours arrêter de bouger, de répéter toujours la même consigne, d'enfoncer le clou, ça amène rien de bon. Ça fait juste un peu diminuer l'estime de l'enfant. Puis nous, ça nous fâche. Donc, des deux côtés, ce n'est pas gagnant. Oui. Il y a comme une escalade là, à un moment donné. Là. Exact, Ouais. c'est ça. Être trop rigide, ça peut amener ça. Ouais. Exactement. Puis des fois, je donne l'exemple à mes mentorés. Tu sais, je les vois, ils sont en classe. Puis là, ils s'en vont à côté d'un élève qui a clairement un TDAH. Puis ils sont là, OK, vas-y, t'es capable. Tu sais, ils se transforment en meneuse de claque à côté. Puis vas-y, fais le prochain numéro. Vas-y, concentre-toi. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, mais quelle énergie. Tu sais, quelle énergie elle a dépensée. Lui, c'est beaucoup. Il peut tomber en surcharge juste parce que son enseignante est à côté de lui en train d'y parler sans arrêt. C'est aussi beaucoup de pression, je trouve. C'est Là, moi, beaucoup qu'avoir de pression. quelqu'un toujours à côté de moi, let's go, t'es capable. Ben, Exactement. peut-être que je ne le serais pas capable non Ouais. plus. Tout à fait. Puis des fois, je leur dis, hey, c'est comme si ton élève il était super myope, puis un matin, il arrivait, puis il avait oublié ses lunettes chez eux. Est-ce que tu te mettrais à côté puis tu lui dirais, vas-y, plisse les yeux, t'es capable, tu vas voir au tableau? Ben non. Tu sais, tu tomberais tout de suite en mode solution, en mode outil. Tu trouverais quelqu'un pour écrire avec lui, tu le rapprocherais du tableau. Alors, c'est un peu le même raisonnement qu'il faut avoir pour nos élèves qui ont un TDAH, qui, on se rappelle, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. C'est vraiment un beau raisonnement. Joanie, dis-moi s'il y a un élève qui présente des comportements là, typiques de TDAH ou que tu commences, parce que là, on a parlé beaucoup de ce qu'on peut adapter dans notre poutine quotidienne, mais au niveau individuel, par où tu commences finalement pour lui apporter de l'aide? Bien, quand je vois des manifestations de ce type-là, moi, je rencontre l'élève un à un. Je lui dis que je comprends. Je lui demande comment il se sent. J'offre mon aide aussi pour lui apporter des solutions pour qu'on puisse en discuter ensemble. Les solutions, ça peut être de l'ordre d'aller se promener dans le corridor, d'aller de se retirer de son bureau, c'est-à-dire qu'il peut rester debout pendant que j'enseigne. Oui. Au niveau de la gestion des émotions aussi, je comprends que ça te fâche, je comprends que ça te fasse de la peine, c'est une situation qui n'est pas facile. Comment je peux t'aider là-dedans? J'essaie de me mettre à sa place, bien sûr. J'essaie de l'écouter, vraiment d'essayer de lui donner des tâches aussi pour le valoriser, des tâches qui bougent, comme Andréane le disait tantôt, d'aller faire des commissions dans l'école, m'aider à faire du ménage, n'importe quoi, quelque chose qui va l'occuper, qui va le valoriser. Il faut connaître notre élève, en fait. Hein? Exactement. Faut trouver les bons points, les bonnes choses à lui faire faire. Exactement. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu dis, je parle avec lui. Puis souvent, on est étonné, on pense que les élèves, ils se connaissent pas, mais ils se connaissent très bien. Puis ils sont capables quand même de dire, ben moi, je pense que c'est ça j'aurais besoin. Moi, je pense qu'être à côté de tel élève, ça m'aiderait à me concentrer. Fait que d'être à l'écoute de ça aussi, je pense que c'est super. De l'intégrer pertinent. dans le processus, tu as raison, Pascal. Exactement. Tout à l'heure, excuse-moi. Vas-y. Tout à l'heure, j'étais dans ma classe, puis j'expliquais à mes élèves que j'allais venir ici aujourd'hui faire le balado. Puis cette année, c'est particulier parce que j'ai plusieurs élèves qui ont des TDAH. Je suis en 6e année, donc ils ont quand même sont capables d'introspection, de rétroaction. Je leur demandais qu'est-ce que ça prendrait pour que tu sois heureux dans une classe? Qu'est-ce que les nouvelles enseignantes devraient savoir? Puis il y en a un qui m'a écrit sur une feuille, ben moi, j'ai besoin qu'elle comprenne que j'ai besoin de bouger puis qu'elle me parle avec un ton doux. Ah, c'est beau quand même. Fait, je trouvais ça tellement magnifique. J'ai dit, ben, il va falloir que j'en parle au balado. Vraiment? Il a vraiment pris ça au sérieux. Il dit, moi, Madame Joanie, là, je prends ça au sérieux parce que moi, j'en ai un TDAH, donc j'aimerais ça les aider à être meilleurs. Ah, merci de nous le partager. C'est beau. Ce qu'on va faire aussi, moi, ce que je fais aussi souvent, c'est de leur apprendre à bouger sans déranger. Parce que finalement, nous, ce qui nous irrite, des fois, comme enseignante, c'est
pas tant qu'ils bougent, c'est qu'ils dérangent les autres, c'est qu'ils nous dérangent nous. Fait que, tu sais, moi, je leur mets derrière leur bureau là, un petit carton. Quand je me sens tornade, je peux. Puis là, je trouve avec eux des moyens à aller écrire en dessous. Ça peut être d'aller chercher un lézard lourd, ça peut être d'aller au pédalier, d'aller faire un corridor actif. Les objets sensoriels peuvent aider, toutefois. En fait, pour tout ça, là, ça prend un enseignement du comportement attendu. Je vais te donner une balle, mais avant de te donner une balle, je vais t'expliquer c'est quoi mes attentes. Souvent, moi, je vais leur dire, je veux pas la voir. Tu la mets derrière ton bureau, tu la manipules comme tu veux, mais ni moi ni les autres élèves, on est supposé de la voir. Parce que si on essaie sans, il y a des bonnes chances que la balle revole sur la tête d'un ami d'ici quelques minutes. Puis là, on n'aura plus le goût d'aller là, mais finalement, il y a des moyens de l'enseigner. Effectivement, moi, je dis toujours à mes élèves, c'est très bien si ce moyen-là t'aide, mais il ne faut pas qu'elle te dérange et il ne faut pas qu'elle me dérange. Exactement. Donc, ça va dans les deux côtés. Tout à fait. Il faut aussi faire attention, je pense, à ne pas trop toucher aux récréations de ces élèves-là au primaire. Pour plein de raisons, le temps perdu, temps repris, c'est souvent une bonne idée, puis je le conseille souvent. Toutefois, il faut aussi avoir en tête que ces élèves-là, ils ont vraiment besoin de bouger. Alors, si on est en temps perdu, temps repris avec un élève à la récré, bien là, on a deux choix. Là. Soit qu'on s'assure qu'il puisse bouger pendant cette période-là ou encore là, qu'on le garde une petite partie de la récré. Effectivement, moi, c'est quand je vis des situations de ce genre-là, c'est jamais toute la récré, même avec les élèves réguliers. Exact. Le but, c'est de faire un arrêt d'agir, d'avoir une discussion avec l'enfant sur la situation qui s'est passée. Puis après ça, on peut lui permettre d'aller jouer. Le retour a été fait. Il sait, ce qu'on attend, effectivement. Oui. Puis après ça, il peut profiter du moment pour aller bouger quand même. Parce que si on le garde toute la récré, on a un impact qui va suivre aussi dans notre gestion de classe par la suite. Donc, il faut y réfléchir. Tout à fait. Puis l'activité physique, là, ça a vraiment un bel impact chez nos élèves qui ont un TDAH ou plus largement chez nos élèves qui ont des difficultés au niveau des fonctions attentionnelles exécutives. Donc, le sport aussi, ça va être souvent pour eux une source de valorisation. Fait que, tu sais, bouger, leur permettre, pas retirer ça, c'est vraiment important. Oui. Et toi, Andréane, comme psychologue, tu collabores beaucoup avec les enseignants. Puis je me demandais qu'est-ce qui est possible de faire pour aider les élèves justement à grandir en collaboration avec l'enseignant? Oui. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent soutenir l'élève à l'école. Ça peut être l'enseignant, la direction, le TES, le psychoéducateur, l'orthopédagogue, le psychologue, le conseiller d'orientation. Il y en a du bon dans une école. Oui, exact. Ça va être vraiment en fonction des besoins de l'élève. Puis des fois aussi, on va avoir les partenaires externes qui vont être impliqués selon la situation. En équipe, on peut se concerter pour identifier c'est quoi les besoins de l'élève, puis comment on va y répondre. Puis on va partir de ses intérêts aussi pour favoriser son engagement, pour favoriser son attention. C'est sûr que l'élève peut recevoir de l'aide au niveau de l'utilisation de son agenda, de sa case, de son organisation de matériel, sa gestion du temps, de l'espace. Au niveau aussi des habitudes de vie, donc tout ce qui est alimentation, sommeil, activité physique régulière. Il peut avoir aussi du soutien au niveau des apprentissages, au niveau des relations sociales, son bien-être psychologique, la régulation émotionnelle, la motivation. C'est sûr que ce qu'on voit souvent aussi pour nos élèves TDAH, c'est tout ce qui est placement stratégique en classe, octroi de temps supplémentaire, utilisation d'outils technologiques, d'outils sensoriels, d'aide-mémoire, des listes de tâches, des enseignements de procédures aux besoins. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, au secondaire, c'est de permettre à l'élève de sortir de classe pour bouger, pour s'apaiser, mais autant que possible, on va garder l'élève en classe. On veut qu'il développe sa capacité à rester avec l'ensemble du groupe, mais à certains moments, des fois, on n'aura peut-être pas le choix. Ça peut être nécessaire. Exactement. On va lui enseigner aussi comment il peut stimuler lui-même son attention. Donc, en utilisant, par exemple, de l'eau, une gomme, bouger les orteils, bouger les jambes, contracter les muscles de son ventre. Donc, ça ne dérange pas l'ensemble du groupe. Ensuite aussi, il y a la pratique de la pleine conscience qui peut être utilisée, le pairage avec d'autres élèves. On a l'aide aux devoirs, les remédiations aussi qui peuvent être aidantes là, pour l'élève. Super intéressant. Mesdames, moi, j'ai lu il y a quelques années une citation du Dr. William W. Dodson qui disait quelque chose qui m'a complètement virée à l'envers.
parce que, bien, comme enseignante, mais aussi comme maman de 3 enfants, qui a 2 enfants qui ont un TDAH, et ça disait que ces enfants-là recevaient environ 20 000 messages négatifs de plus que les enfants neurotypiques entre 0 et 12 ans. C'est catastrophique, à mon avis. Puis j'en parle encore, puis je me sens émotive de penser que ces élèves-là, ces enfants-là, ils vivent ça. Ça m'a aussi porté à me dire, bien, comment je fais, moi, comme enseignante, comme maman, pour pas ajouter à ce compteur-là qui est déjà vraiment pas beau, catastrophique. Donc, je vous pose la question, mesdames, comment on peut diriger nos interventions pour transformer ces messages-là, finalement, en messages qui sont plus positifs, qui sont constructifs pour l'élève? C'est sûr que tout ce qui est consigne alpha, consigne positive vont être vraiment importantes. Donc, au lieu de dire à l'élève « arrête de déranger », on va aller plus par « fais ton travail ». Oui. Donc, on va mettre aussi de l'avant ses forces. C'est ce qui va le valoriser. C'est ce qui va l'aider à cheminer. Effectivement, c'est ce que je m'en allais dire. Y aller le plus possible dans la valorisation. Il faut souligner, mettre l'emphase sur les bons coups des enfants. Faire comprendre que c'est pas l'enfant le problème, mais c'est plutôt l'action qui est dérangeante à ce moment-là. Il faut parfois choisir des défis sur lesquels on veut travailler. Il y a certaines choses en tant qu'enseignante qu'on peut dire, ben ça, je l'accepte, ça me dérange moins. Je vais plutôt y aller avec quelque chose qui va favoriser sa réussite au lieu de le rentrer dans le moule absolument. Il y a certaines choses qui ne méritent pas nécessairement qu'on s'acharne. Il faut avoir de la constance dans nos consignes, là, bien entendu, mais il ne faut pas s'acharner sur l'enfant. Avec une certaine flexibilité en fonction du jeune qu'on a devant nous. Là. Oui. Il faut surtout se questionner sur le but recherché par l'intervention. Si l'enfant agit autrement, est-ce que le but va être atteint quand même? Comme je disais, on favorise la constance, mais on reste flexible. Super bon. Moi, je dis souvent à mes mentorés aussi de privilégier les interventions non verbales parce que chaque fois que je m'approche d'un élève, que je mets une main sur son travail, sur son épaule, puis qu'il se remet à travailler, bien, j'ai pas rajouté au compteur les 20 000 messages négatifs, là. Effectivement. Moi, ce que je conseille des fois aussi, c'est l'utilisation d'une cible sur le bureau de l'élève. Donc, quand, justement, on est dans le comportement attendu, on va le mettre au centre de la cible. Quand on s'éloigne de ce qu'on cherche, bien là, ça va être à l'extérieur. Fait que c'est subtil. On évite d'intervenir auprès de l'ensemble du groupe en faisant ça. Puis en même temps, on fait aussi du renforcement. Donc là, t'as la bonne chose. On est sur la cible. Exactement. Donc, on va aussi, c'est ça, tenter de les amener à vivre des réussites sur d'autres choses. Oui. Tu parlais du sport tantôt, là, ça peut vraiment être super gagnant. Exactement. Moi, j'aime bien aussi utiliser la littérature jeunesse pour aborder le TDAH avec l'enfant en individuel, mais aussi avec tout le groupe. Parce que parmi ces messages négatifs-là, il n'y a pas juste ceux des adultes. Hein, les autres élèves, des fois, vont faire des commentaires négatifs aussi. Et j'aime beaucoup le livre « Ma maison tête » qui est écrit par Vig des éditions Fonfon. On fait vraiment une immersion dans la tête d'un petit garçon, Vincent, qui a un TDAH. Il apprend une fable de La Fontaine. Puis là, il arrive devant la classe, puis il doit la réciter. Et finalement, il tombe en surcharge, trop de bruit, trop de gens. Il n'est pas capable d'aller rechercher dans son cerveau, finalement, cette fable-là. Et il vit une humiliation, là, d'autant par son prof que par les autres élèves. On veut vraiment pas avoir cette prof dans nos classes au Québec, d'ailleurs. J'aimais pas du tout cette image-là qu'on a fait de l'enseignant, mais bon, c'est un livre. Et bref, après, il va nous faire visiter sa tête comme si c'était une maison. Alors, il y a différentes pièces. Il y en a pour où il est plus créatif, d'autres où il est plus calme. Et il dit, ici, il y a un endroit qui est la chute à mots durs et que c'est là qu'il va balancer toutes les choses qui sont un peu rudes que les gens lui disent. Et il dit, après, je ne les vois plus, mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont encore là quelque part. Fait que c'est vraiment important d'y faire attention. Ça peut vraiment jouer sur l'estime des enfants de recevoir ces messages négatifs-là. Puis comme adultes, là, on a vraiment tous le devoir de protéger ça. Hey, j'aimerais qu'on parle maintenant de l'accompagnement des familles. Andréane puis Joanie, les familles qui vivent avec un enfant TDAH, ils ressentent souvent un mélange d'impuissance, de fatigue, d'inquiétude, parfois même de culpabilité. François, je pense que tu vas être d'accord avec nous. Là, on enseigne les deux en 4e année. Souvent, au 2e cycle, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Ouais, ça commence là souvent, oui. Exactement, les questionnements, les trajectoires, puis tout ça. Fait qu'on accompagne ces parents-là. Comment on fait pour bien les accompagner puis les soutenir?
Je vais être fatigante, là, mais encore, on va y aller avec les forces de l'enfant. Parce que l'enfant, il est unique, il a plein de forces, on va partir de ça. C'est sûr aussi que quand le parent, dans le fond, reçoit le diagnostic de TDAH, ça peut être un soulagement. Oui. De comprendre que, justement, son enfant, c'est pas parce qu'il veut pas. Oui. Parce que des fois aussi, ça a une influence sur les pratiques parentales, parce que là, Caroline, ça fonctionne pas. Puis, il y a aussi une composante héréditaire qui est très forte. Là, on parle d'un 70 %. Donc, des fois, on prend conscience aussi qu'il y en a d'autres dans la famille. Là. Exact. Puis des fois, chez les parents aussi. Là. Oui, tout à fait. Moi, j'enseigne en 6e année, donc c'est sûr que la charge de travail, elle augmente un petit peu. On approche du secondaire. C'est sûr que j'ai souvent des parents qui me disent qu'il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Moi, c'est sûr, en plus, je suis en contexte intensif, donc j'enseigne sur une période de 5 mois au lieu de 10 mois. Alors, c'est sûr... année au complet. Là, exact. Donc, la charge de travail, c'est sûr qu'elle est importante. Ce que je dis aux parents, c'est important de ne jamais forcer l'enfant. Je suggère aux parents d'en discuter avec moi de ce qui se passe à la maison, est-ce qu'il y a des crises, est-ce qu'il y a des moments où ils sont dépourvus, découragés, puis on essaie de trouver des ententes ensemble. L'important, c'est de garder une relation positive avec l'école, avec les apprentissages. Quand les enfants y arrivent à l'école, souvent, ils sont curieux, ils aiment ça apprendre, puis malheureusement, on dirait que ça se perd à travers les années. Donc, c'est vraiment important de raviver ça, puis de garder ça vivant. Par exemple, là, avec le parent, on peut prendre une entente, on peut cibler ce qui est prioritaire à effectuer, mettre de côté certains aspects pour l'instant, quitte à y revenir un peu plus tard lorsque l'enfant est plus disponible. Je trouve ça vraiment beau, tout ce que tu dis, parce que, tu sais, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des appels répétés de l'école qui peuvent venir teinter la vision du parent de son enfant. Oui. Donc, tu sais, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Là, tu sais, le parent, des fois, il peut en venir aussi à avoir une vision qui est un peu plus négative. Donc, la collaboration, là, elle est vraiment pertinente. Puis, plus on va avoir de la cohérence, justement, entre le milieu familial et le milieu scolaire, plus ça va être facile, puis plus l'élève va développer des habiletés là, pour compenser ses difficultés. Oui. C'est super important de communiquer avec le parent, mais il faut aussi penser à communiquer les bons coups, les aspects positifs par rapport au cheminement scolaire des enfants. Ça peut être autre qu'académique, mais il faut vraiment trouver du positif. C'est pas obligé d'être un long message, prendre le temps d'appeler, de faire un long appel téléphonique, mais juste un petit commentaire positif, ça peut faire toute la différence dans le lien qu'on bâtit avec les parents puis avec leurs enfants. Puis avec la vision qu'ils ont de l'école aussi. T'sais, à un moment donné, quand on vient briser ça à force de messages négatifs, c'est difficile à rattraper. Effectivement. Ouais. Maintenant, je vais poser une question qui est un petit peu plus délicate. Là. Comment parler de la médication avec un élève ou avec ses parents sans mettre de la pression, là, avec respect et en gardant toujours une approche qui est collaborative pour soutenir notre élève? C'est un sujet sensible, puis l'idée, c'est vraiment de trouver une façon de travailler ensemble pour le bien de l'élève, tout en respectant, bien sûr, les choix de chacun. Effectivement. Mais dans le fond, ça va être de suggérer aux parents de communiquer avec le médecin. Donc, pour un jeune de 14 ans et plus, ça va être plus le jeune qui va prendre la décision, mais pour un plus jeune, bien là, ça va être le parent. Faut toujours réfléchir aux bénéfices puis aux effets secondaires. On va dire aussi à la famille que c'est toujours à leur discrétion. Donc, on peut pas imposer la médication, mais des fois, dans certaines situations, effectivement, ça peut être un bon choix parce que là, ça a un impact négatif sur son fonctionnement. Il peut vivre de la détresse émotionnelle, sentir qu'il n'est pas bon, quoi que ce soit, ou avoir des difficultés au niveau de ses apprentissages ou dans ses relations sociales. Puis, tu sais, la méthode sandwich, là. Elle est vieille, là, mais elle marche encore, tu sais. Fait que, entre le, je pense que votre enfant a des petits défis au niveau attentionnel, bien, juste avant, on va aller nommer une grande force, juste après aussi. Mais c'est important, quand même, de nommer nos interventions puis de ne pas éviter. J'appelle ça des discussions courageuses. Des fois, mes mentorés me disent, puis, ils sont jeunes aussi. Parfois, là, les parents sont plus vieux. Puis, ils me disent, on dirait que je suis pas à l'aise, tu sais, de lui parler de ça. Mais comme parents, ils ont besoin de le savoir. Puis souvent, on n'a pas besoin d'aller nommer TDAH. On a juste à le référer. Puis moi, le petit truc que je vais utiliser, bien, c'est de poser des questions aux parents, puis ça va faire le travail. Je leur demande, par exemple, avez-vous déjà parlé au médecin de cette difficulté-là à compléter une tâche? Ou avez-vous remarqué attentif? des comportements chez vous à la maison? Exactement. Ouais. Puis des fois, quand l'enfant est déjà médicamenté, bien, ça pourrait être juste de, hey, est-ce que ça fait longtemps que vous avez vu le médecin? Des fois, les enfants grandissent
grandissent, vérifier si sa dose est toujours appropriée. Fait que les questions, là, finalement, ça va faire un bon bout de chemin là, dans la tête du parent un peu plus tard. Et là, on a parlé de médication, mais est-ce que la médication, c'est toujours la clé? Est-ce que c'est essentiel au bon fonctionnement d'une personne qui a un TDAH, Andréane? Non, c'est pas essentiel, mais on va évaluer à quel point ça nuit au fonctionnement de l'élève. Donc, la médication aussi, il faut retenir qu'elle est plus efficace chez certains enfants que d'autres. C'est particulièrement chez un enfant qui a le plus de difficultés au niveau de l'inhibition comportementale. Puis, tu sais, les parents, des fois, ils vont être très réticents face à l'évaluation ou à la médication. Fait qu'il faut leur parler davantage là, des difficultés que ça amène chez l'élève et non nos difficultés comme enseignants ou comme personnel dans l'équipe école. Là. Tout à fait. Effectivement, c'est les besoins de l'enfant qui devraient compter avant tout. Hein. Notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de s'ajuster à leurs besoins à eux. On doit collaborer avec les parents, bien entendu, mais il ne faut pas les confronter. Exactement. Puis à chaque fois qu'on discute avec le parent, je pense qu'il doit vraiment sentir qu'on aime son enfant puis qu'on veut son bien. Puis quand il a senti ça, après, il y a beaucoup de messages là, qui peuvent passer. Exactement. Maintenant, une question qui revient parfois chez les enseignants, est-ce qu'on doit préparer absolument un plan d'intervention dès que le diagnostic est tombé? Non. En fait, là, c'est ça. Il faut retenir, premièrement, si on va vers une évaluation pour le TDAH à partir de l'école, le plan d'intervention, il est très pertinent avant parce qu'on s'assure d'avoir mis les interventions pertinentes avant d'aller vers une évaluation. Mais quand l'élève a été évalué à l'extérieur de l'école, c'est pas toujours nécessaire de faire un plan d'intervention parce que si l'élève, il fonctionne bien dans le contexte de classe, bien, on n'aura pas besoin d'aller vers le plan. C'est plus quand on observe que là, malgré les petites choses qu'on met au quotidien, ça ne fonctionne pas, bien là, il faut se diriger vers le plan d'intervention. Là. OK, maintenant, on va parler un petit peu du rôle de l'équipe école. C'est quoi les meilleurs réflexes à avoir pour bien travailler en équipe autour d'un élève ayant un TDAH? C'est quoi les bonnes pratiques, les incontournables? Bien, c'est sûr qu'on peut aller s'informer aux gens qui le connaissent déjà. L'orthopédagogue, psychoéducatrice, éducateur, TES, sont enseignants de leur passé. Il faut cependant faire attention pour ne pas teinter négativement notre perception de l'enfant dès le départ. L'information qu'on va recueillir, ça doit servir de tremplin pour bien répondre aux besoins des élèves. Il ne faut pas que ça serve à mettre une étiquette à l'enfant qui va être difficile à enlever par la suite. Les informations doivent être recueillies essentiellement pour guider nos interventions pour répondre aux besoins de l'enfant. Et au secondaire? Exactement. Mais nous, au secondaire, on a des rencontres en comité interdisciplinaire. Donc, toute l'équipe de niveau se rencontre ensemble, puis là, on échange de l'information. Puis ça nous permet de voir qu'est-ce qui est mis en place pour l'élève de façon globale, puis comment on peut mieux répondre à ses besoins. Super intéressant. Puis dites-moi donc, j'aimerais ça qu'on termine avec un conseil. Si vous aviez une seule stratégie incontournable à léguer à un enseignant en insertion professionnelle, ça serait quoi? Je suis pas capable d'en donner, je sais. Ah, c'est sûr! Mais c'est sûr que les bases de gestion de classe, c'est toujours à garder en tête. Oui. Puis garder en tête aussi comment ça peut être plus facile pour moi. Donc, on veut pas le surcharger l'enseignant. On le sait que vous avez une réalité, justement, où vous avez plusieurs élèves. Vous devez faire vos tâches. Donc, c'est très exigeant. Donc, comment je peux faire pour que ce soit plus facile pour moi? Des fois, oui, ça exige une intensification pendant un moment, mais qu'après coup, ça va diminuer la charge. Puis, est-ce que je peux utiliser, par exemple, un autre élève pour aider l'élève qui a un petit peu plus de difficultés? Puis, il ne faut pas oublier aussi que la relation avec l'élève, là, c'est tellement important. Donc, la relation qu'on a. Puis aussi, on peut les utiliser, les élèves, pour s'auto-évaluer. Donc, peu importe l'âge de l'enfant ou de l'adulte, quand on est plus à l'enseignement aux adultes, c'est qu'ils puissent prendre conscience, justement, de comment ça a été dans la journée. Prendre un pas de recul, ça les aide beaucoup. Puis, être à l'écoute aussi de ce qu'ils font spontanément. Parce que les stratégies qu'ils mettent en place spontanément sont souvent très pertinentes, là. Et toi, Joanie? Bien, on dirait que j'ai le goût de rebondir sur ce qu'Andréane disait, c'est d'apprendre, il faut qu'ils apprennent à mieux se connaître, là, tu sais. Mais pour ma part, en tout cas, là, le lien avec l'enfant, c'est ce que je vais dire en premier. Peu importe si tu es un excellent pédagogue, si les enfants ne sont pas disponibles en avant de toi, ça passe pas. Tout à fait. Quand le lien est bien établi entre l'enseignant et les élèves, bien, on peut déplacer des montagnes. Oh, sur ces belles paroles, on termine ça maintenant. Merci beaucoup, Andréane et Joanie, pour votre générosité, votre expertise que vous avez aujourd'hui accepté de partager avec nous.
Et merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir été avec nous pour cet épisode d'Après la cloche. On espère que vous repartez avec des idées, quelques outils pratiques et surtout avec un regard bienveillant, éclairé et nuancé envers les élèves vivant avec un TDAH. Un immense merci aussi à la Boîte Ronde pour le soutien à la production du balado. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. À la prochaine! Merci.